Bonsoir à toutes et à tous. Je vais commencer par prendre quelques précautions et vous dire que je suis pas là pour vous apporter des solutions, des méthodes préconçues, des outils tout faits. J'en ai ni la compétence ni l'expérience. Je vais simplement tenter de vous préciser les contours d'une discipline qu'on appelle la gestion du risque et qui est très largement utilisée dans d'autres domaines. Et puis je vous laisserai ensuite librement apprécier la pertinence de mes propositions. Alors, on est bon. Je vais commencer par me présenter. Donc, je suis parapentiste, j'ai 52 ans, je dois avoir 250 vols à mon actif. Je vole sous une voile ENB et j'ai eu 2 accidents en parapente. Je suis moniteur de plongée, j'ai 35 ans de pratique en plongée, y compris de pratiques engagées, plongée technique, spéléo, recycleur, et j'ai été impliqué dans un accident grave en 2007. Au plan professionnel, j'ai été 15 ans consultant dans le domaine du marquage CE des dispositifs médicaux, et je dirige 2 établissements de soins d'IMCO, médecine, chirurgie obstétrique privés, qui représentent un effectif de 200 personnes et 1600 patients par an environ. Alors, mon engagement dans la démarche d'aujourd'hui, c'est d'abord d'essayer de vous proposer un regard un petit peu distancié, puisque vous avez remarqué que je ne suis pas un parapentiste très expérimenté. Je n'ai aucune prérogative dans aucune instance, qu'elle soit fédérale, club ou école. Ça me permet de prendre les choses avec un petit peu plus de recul. Mais je pars d'un certain nombre de constats. Des statistiques qui posent question et la frustration, qui est la mienne, peut-être celle de certains d'entre vous, du débriefing des accidents. Je trouve que les commentaires n'apportent en général pas grand-chose. Ils sont souvent faits sous le coup de l'émotion, de la tristesse, voire et surtout de l'impuissance. Et en général, les réponses à des situations émotionnelles sont souvent des réponses irrationnelles. Donc, l'analogie était frappante avec mes 2 activités professionnelles et mon expérience personnelle de plongeur. J'ai voulu essayer d'en profiter et vous la faire partager. Dans le domaine de la chirurgie, par exemple, depuis quelques années, on est passé de l'approche individuelle, d'une approche risque prise en charge par une seule personne, à la prise en charge organisée et en équipe. Il existe une jurisprudence constante qui définit la notion d'équipe en chirurgie. Et pour vous illustrer cela, je peux vous citer par exemple ce qu'on appelle l'erreur de côté. On ne doit pas douter de la compétence d'un chirurgien, on ne doit pas en douter particulièrement. Par contre, il arrive quand même qu'il se trompe de bras, d'œil, de rein, voilà. Donc, du coup, je vois un sourire ici, ça arrive. Aujourd'hui, on considère que c'est la conséquence de toute une série d'événements et de facteurs auxquels de très nombreuses personnes ont contribué et on essaye de régler le problème en équipe. Pour ce qui concerne la plongée, telle que je l'ai vécue au cours des 30 dernières années, c'est un petit peu la même chose. Aujourd'hui, la démarche s'étiole un peu, mais en tout cas, la plongée a réglé un certain nombre de ces problèmes. C'est pour ça d'ailleurs que techniquement, la plongée sous-marine de loisirs est sortie de la plupart des exclusions d'assurance. En tout cas, on ne trouve pas autant d'exclusions assurance liées à la plongée que d'exclusions assurance liées au vol libre. Pour ce qui concerne la plongée toujours, il est intéressant de préciser que le dernier décret plongée, celui de juin 2010, qui statue sur la plongée, limite son périmètre à la plongée organisée, mais pour autant, elle a aboli la frontière entre professionnels et bénévoles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en cas d'accident, on ne s'interroge plus de savoir si c'est une école, un groupe, si la notion de groupe organisé est retenue, on va chercher les responsabilités suivant la hiérarchie des sachants.
Donc on peut toujours aller faire sa plongée tout seul dans son coin, mais à partir du moment où on est un groupe, on peut considérer qu'il y a une forme d'organisation. Ce que je veux dire au travers de ces analogies, c'est qu'on doit admettre les limites de l'approche individuelle et adopter tous les principes de gestion du risque sous cette double réalité individuelle et collective. Dernière chose, c'est l'adaptation. Je vous ai fait un petit schéma auquel je suis très attaché pour simplement essayer de modéliser ce qu'on appelle les organisations humaines. Une organisation humaine est toujours le produit d'un contexte et d'un fonctionnement. Alors, pour être concret, qu'est-ce qu'on recherche tous dans le parapente ? Des satisfactions, du plaisir. Indirectement, nous avons un impact sur la société civile et il y a, dans le parapente comme ailleurs, des résultats socio-économiques. Il y a des écoles, il y a des gens qui vendent des ailes, etc. Le contexte, c'est celui dans lequel nous évoluons, c'est le leadership, c'est-à-dire l'organisation de la pratique en général, les ressources, qu'elles soient mises à disposition par une école ou nos propres ressources, la voiture pour y aller, l'aile, voilà, et l'environnement. Et dans la mesure où on n'agit pas sur le contexte, la seule façon d'obtenir toujours un résultat satisfaisant, c'est ce qui se trouve au milieu, le fonctionnement, c'est la manière dont nous avons de nous organiser et de nous adapter. Je précise que le facteur humain dont on va parler, c'est un des éléments du contexte sur lesquels on agit assez peu. On ne sera peut-être pas complètement d'accord, mais je m'expliquerai peut-être là-dessus tout à l'heure. Avant de poursuivre, et puisque je vous propose de partager mon expérience, autant partager le vocabulaire. Dans l'analyse des risques, dans la gestion des risques, le vocabulaire est fondamental. On parle de danger. Donc les dangers, ce sont les causes possibles de dommages. On parle de dommages. Les dommages, ce sont les conséquences plus ou moins graves d'un accident. On parle d'incidents. Les incidents sont des événements peu prévisibles et sans conséquences. Et on parle d'accidents. Ce sont des incidents dus à une faute d'attention, de précaution ou de chance. Et les accidents ont toujours une conséquence. Le risque, c'est la probabilité qu'un danger cause un dommage. Le nombre d'accidents, c'est donc l'indicateur du risque. C'est un des indicateurs du risque. Le risque, c'est donc la probabilité qu'un danger cause un dommage. Et la gestion du risque, c'est simplement la gestion d'une probabilité. Hop, je passe. Alors, tout à l'heure, Jean-Christophe, où il se cache, il a disparu. Ah, il est là. Me demandait si j'allais... Je ne peux pas vous dire que le parapente est dangereux, je peux juste vous... alors, ce que je sais, c'est que le risque parapente, il est caractérisé par les 1,65% qu'on a vu tout à l'heure en projection. Mais je peux en même temps vous dire, par exemple, que le taux d'infection nosocomiale en France, la prévalence des infections nosocomiales en France, c'est entre 3 et 4%. Autrement dit, il est moins dangereux de faire du parapente que d'aller se faire soigner dans un établissement de soins. Donc, si vous voulez, plus ou moins dangereux, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Ce qui est intéressant, c'est, dans la gestion du risque, c'est le processus lui-même. C'est-à-dire l'analyse, l'évaluation et la maîtrise. Ce qui est intéressant, c'est pas les 1,65% en soi, c'est ce qu'on en fait et comment ils évoluent. Donc la méthode générique de gestion du risque, c'est toujours celle-là. Analyse du risque, l'inventaire des dangers et l'analyse des dommages. L'évaluation du risque, c'est de commencer à le caractériser, donc avoir une approche qualitative et statistique, et essayer de définir la frontière entre ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Et la maîtrise du risque, c'est proposer des options, les analyser, les mettre en œuvre et réévaluer pour avoir une itération du processus. Hop. Transposer au parapente. Donc, l'idée, ce serait de développer la prévention des accidents, déterminer la frontière entre l'acceptable et l'inacceptable et suivre l'évolution du risque. Alors, les questions, c'est, d'accord, une fois qu'on a dit ça, qui fait, qui décide, qui gère, quel serait le périmètre de cette gestion des risques appliquée au parapente, où la prévention se construit-elle, à quel moment, par quels moyens, par quelle méthode et avec quels indicateurs. Les moments charnières,
Alors, la question du moment, moi, m'a intéressé particulièrement parce que quand on regarde bien, moi, je vois déjà 3 moments charnières. C'est l'organisation de la pratique elle-même, très très en amont, avant qu'on ait commencé à mettre l'aile dans le coffre de la voiture, la décision de voler et les options en vol. Ce sont autant de points de non-retour. C'est vrai qu'une pratique mal gérée, mal organisée, c'est pas la question qui se pose ce soir concernant la Ligue, la Fédé et les écoles de formation, mais en tout cas, une pratique mal organisée, c'est une pratique sur laquelle on a des chances d'avoir des risques inacceptables. La décision de voler, bon ben ça, je vous la fais pas. Hein, une fois qu'on a décollé, c'est terminé. Et les options en vol. Autant de points de non-retour, et dans le processus, le pilote est de plus en plus seul. C'est-à-dire qu'effectivement, plus on avance dans ce schéma, et plus le pilote est seul. Si on regarde comment aujourd'hui la gestion du risque en parapente se décline, parce que bien sûr, on ne m'a pas attendu pour gérer le risque en parapente, elle est déjà, la gestion du risque, elle existe déjà dans le domaine du parapente. Dans l'identification des dangers, j'ai pour exemple le manuel du vol libre, sauf que un manuel, c'est un cycle de vie très très long, et c'est pas forcément adapté à toutes les situations, et en particulier on vole pas avec le manuel entre les mains. Donc voilà. Donc on a bien un inventaire des dangers et des situations dans le manuel du vol libre. Pour autant, c'est pas forcément l'instrument le mieux adapté à toutes les situations. Dans l'approche sélective des causes d'accident, bien, on vient de voir des statistiques. Donc le travail est fait, le recensement est fait. Il me semble qu'il est, mal exploité et peut-être pas encore suffisamment serré ou catégorisé pour qu'on puisse en tirer des enseignements directs dans sa pratique. Les mesures de prévention, je ne sais pas si elles sont toujours partagées. Pour le parapentiste amateur que je suis, j'ai suivi de très loin, par exemple, la décision du retrait des ailes non homologuées de compétition. Il semble que ça fasse pas l'unanimité, en tout cas que ça ait des effets pervers du côté de la certification des ailes, comme quoi une mesure qu'on prend sans forcément aller jusqu'au bout de l'analyse n'a pas forcément les effets qu'on attend. Pour ce qui concerne la réévaluation permanente des dangers, la pratique évolue, les techniques évoluent, et puis on ne met pas forcément ces connaissances des dangers à jour. Je crois que j'ai un exemple récent, je ne sais pas si je connais le manuel du vol libre par cœur, mais il me semble qu'on ne parle pas des maillons largables dans le manuel du vol libre. Donc du coup, si on ne réactualise pas ces connaissances, ça peut manquer. Sur les méthodes, je vais essayer de vous en donner quelques-unes et de les décliner toujours sous cet angle individuel et collectif. Vous devrez les considérer, cette petite inventaire des méthodes, comme une simple boîte à outils. Premier outil très bête, je l'ai schématisé, c'est la gestion du temps. Dans une démarche de gestion des risques, dans une problématique quelle qu'elle soit, vous avez un modèle de l'écoulement du temps. Pour régler un problème, le temps de l'observation, c'est l'essentiel du temps. C'est quasiment les 3/4 de la résolution du problème. Puis ensuite, la caractérisation du problème, c'est un petit peu moins, et l'action, c'est encore moins. Mais c'est une chose que tous les parapentistes connaissent. On commence par aller regarder les conditions, observer. Ça devrait être la même chose pour l'analyse des accidents. C'est la même chose en toutes circonstances, y compris dans la démarche de gestion des risques elle-même. Le temps, le premier temps, et le temps le plus important, c'est celui qu'on consacre à l'observation. Donc, premier outil, c'est toujours savoir que pour avancer dans une problématique, quelle qu'elle soit, la gestion des risques en particulier, l'observation, c'est le temps le plus important. Les autres outils, ils sont, alors je vais vous en citer quelques-uns, mais ils sont adaptés à chaque étape. Pour l'analyse, pour observer et quantifier, je regarde parce que de temps en temps, avec mon grand âge, et comme j'ai oublié mes lunettes, je n'arrive pas à lire ce que j'ai sur mon écran, et ça m'oblige à aller regarder là-haut, ce qui est écrit beaucoup plus grand. Donc je vous ai fait un petit tableau avec les différentes étapes de l'analyse de la gestion du risque, donc analyse, évaluation et maîtrise, avec des outils adaptés à chacune des étapes. Pour l'observation, il y a un petit outil qu'on appelle le QQ-QCC, le brainstorming, les réunions métaplans, 5N, Ishikawa. Alors il y a des outils qui sont plus ou moins adaptés à la pratique individuelle, hein. Il y a des outils qui sont faits pour travailler en groupe et des outils qui sont déclinables à l'échelle individuelle. Diagramme de Pareto,
Pour l'évaluation, il y a 3 outils que j'affectionne particulièrement, toujours le QQOQCC, la méthode AMDEC et les 5M. Et pour la maîtrise, encore d'autres. Donc, je ne vais pas me lancer dans un inventaire à la Prévert de tous les outils qu'on utilise en gestion des risques, mais par contre, je vais essayer de vous parler de 4 exemples. Le QQOQCC, alors c'est un outil très très élémentaire et très bête. La plupart d'entre vous doivent les connaître. C'est l'acronyme de qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi. C'est la méthode de prédilection de l'observation. Alors, applicable à une situation dangereuse comme à une situation organiser une compétition par exemple, organiser une sortie en parapente. Donc voilà, toujours on peut se faire une petite grille et puis on regarde qui, quoi, où, quand, comment, combien. Je vous ai mis une petite citation, ça c'est pour l'espace culturel du colloque de Rudyard Kipling. Hein. J'ai 6 honnêtes serviteurs, ils m'ont appris tout ce que je sais et ils s'appelaient, alors en anglais c'est pas dans le même sens, ils s'appelaient où, pourquoi, quand, qui et... Bref, donc QQOQCC, qui, quoi, où, voilà. L'idée, par contre, c'est que cet outil, il est pédagogiquement extrêmement intéressant. L'idée, c'est toujours de toujours s'attacher aux faits et encore aux faits. Ça, c'est une constante humaine. Ce que je regardais dans les forums après les accidents, c'est ça. Il s'est fait mal parce que. La constante, c'est de toujours aller chercher la cause immédiatement, avant de connaître les conditions. Si la clinique du Cap d'Or est un établissement de soins de la Seine-sur-Mer qui se situe à proximité d'une voie rapide et à proximité du parking Auchan, et les patients se plaignent du bruit à la clinique du Cap d'Or. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi? Si je vous pose la question, si c'est difficile. Si j'exige de vous une réponse rapide, vous allez tout de suite me proposer des causes. On peut jouer. Pourquoi les patients se plaignent du bruit à la clinique du Cap d'Or? Les voitures. Alors, si je vous invite maintenant à me poser des questions, voilà, les doubles vitrages, voilà. Donc si je vous invite à me poser des questions, je me lance un petit peu à l'improviste dans ce petit jeu, hein, mais si je vous invite à me poser des questions maintenant, ce que vous pouvez faire, vous allez voir que la réponse, elle n'est pas du tout là où vous imaginez et elle est complètement ailleurs. Posez-moi des questions. Vous avez le modèle là. Tout en haut. Qui c'est qui se plaint? Les patients du 2e étage. Qui est responsable? Je ne sais pas. Du bruit. La nuit. Vous voyez déjà que ça ne marche plus, les voitures, ça peut etc., etc., etc. Et si vous continuez à me poser des questions, vous verrez que ce sont les patients d'un seul endroit qui se plaignent à un seul moment, et la raison, elle vient d'elle-même. La raison, c'est qu'à l'étage du dessus, il y a la mater, et que la nuit, il y a les sages-femmes qui marchent avec des sabots, ça fait du bruit, voilà. Mais c'est intéressant. Voilà, c'est pourquoi je suis arrivé en retard à cause des embouteillages. Non, si vous étiez parti plus tôt, vous ne seriez pas arrivé en retard. Donc, c'est comme ça, on veut tout de suite des réponses. QQOQCC, ça permet de d'élaguer un petit peu le problème et d'essayer de poser avec exactitude. Deuxième outil, c'est les 5M. Alors, les 5M, c'est un outil que vous retrouvez partout, ou dit diagramme d'Ishikawa. Alors là, mon diaporama, je vais l'exciter un peu, parce que sinon, on n'en finit pas. Voilà. C'est une façon d'analyser une activité, une action, en découpant les facteurs de risque en 5M, main-d'œuvre, milieu, matériel, méthode, matière première. Alors, main-d'œuvre, c'est le pilote ou l'encadrant ou le groupe. Le milieu, c'est la météo, l'aérologie, le site. Le matériel, c'est l'aile, la sellette, les instruments et le reste. Les méthodes, c'est je décolle face voile, je décolle dos voile, etc., etc. La matière première, c'est ce que j'ai pris de l'eau pour boire. Je ne sais pas si on a beaucoup de matières premières en parapente, mais en tout cas, ça peut être ça. Et donc, c'est d'identifier les facteurs de risque et de les catégoriser pour savoir
pour avoir tous les paramètres et facteurs de risque avant de prendre une décision. Je ne vole pas tant que j'ai pas identifié. Alors après, on peut faire des diagrammes, mais ça peut être aussi simplement quelque chose de roboratif qui va alimenter des routines. Je vérifie ça et ça. J'organise, je viens à cette réunion. Est-ce que j'ai mon PC moi, qui je dois appeler, le matériel, la méthode, c'est j'ai mon diaporama, j'ai mes feuilles pour lire, j'ai oublié mes lunettes, comme quoi, vous voyez, on n'est pas à l'abri des erreurs non plus, y compris en se servant des outils de gestion du risque. Donc c'est quelque chose. Le manuel de vol libre, il est un petit peu fait comme ça. On découpe par chapitre. Voilà, ça c'est un des premiers outils. Intéressant, moi je m'en sers beaucoup dans ma vie professionnelle et je trouve que c'est un outil efficace et assez intéressant. Il en restait encore. Deuxième outil, celui-là il est encore plus intéressant lorsqu'on travaille en groupe et en particulier sur l'accidentologie, c'est ce qu'on appelle la méthode AMDEC. AMDEC, c'est analyse des modes de défaillance et de leur criticité. C'est de catégoriser des événements suivant l'occurrence, la sévérité, la détectabilité et d'établir un score. L'occurrence, c'est selon qu'un événement arrive plus ou moins souvent. La sévérité, c'est selon que les conséquences sont plus ou moins graves. La détectabilité, c'est selon que les événements sont plus ou moins détectables. Et on obtient un score à gérer. Alors, ce qui est intéressant dans la méthode AMDEC, d'abord, elle est très intéressante pour le parapente parce que, précisément, et ça, je pense que c'est une des explications du risque en parapente, c'est que, et là je m'inspire d'un document dont j'ai eu du mal à me défaire, qui est un document qui a été élaboré par Augrey Delair, qui faisait la comparaison avec l'escalade par exemple. En plongée comme en escalade, on a su catégoriser le milieu pour essayer de limiter le risque. En parapente, un des problèmes, c'est qu'il y a un élément qui est indétectable, c'est l'air. Enfin, en tout cas, ça ne se voit pas. Et donc, la très faible détectabilité du risque et des événements en parapente fait que les scores parapente dans la méthode AMDEC sont assez élevés. Je trouve ça assez intéressant à observer. Donc, on établit un score de sévérité et d'occurrence, et puis on se fait une grille. Alors, quel est l'intérêt de cette méthode? C'est de définir a priori la zone entre l'acceptable et l'inacceptable. Alors, on peut prendre les stats accidents et essayer de regarder quels sont les facteurs de risque dans l'accidentologie en parapente et écarter certaines hypothèses. Jean-Christophe a parlé du lien entre le pilote et le niveau du pilote et la catégorie de son aile. Si les accidents liés à un pilote utilisant une aile trop élevée d'un niveau trop technique pour lui sont très peu fréquents, on va rester dans la démarche globale, on va rester dans l'acceptable. À l'inverse, pour des accidents moins importants mais qui se produisent très souvent, on décidera que c'est inacceptable. Alors, ça se décline à l'échelon collectif, mais ça vaut aussi pour soi. Et ça peut être aussi une façon de passer en vol. Alors, il y a des gens qui le font spontanément. Est-ce que je peux m'aventurer derrière la crête, sous le vent de la crête? Le vent météo est très faible, ou il n'y en a quasiment pas. Après tout, pourquoi pas? Sauf que derrière, l'environnement est très hostile, et qu'il n'y a aucune porte de sortie. Donc, si jamais je me fais quand même enfoncer, les conséquences sont très graves. Alors là, je vous fais la version longue, parce que je ne sais pas si on a le temps de faire tout ça. Mais en tout cas, on est dans ce type de démarche-là. C'est je prends une décision en ayant évalué l'occurrence et la sévérité. La détectabilité, par principe, je ne peux pas. Et donc, justement, autant bien travailler sur les deux autres et pas se laisser aller à celle-là. Autre méthode très utilisée aussi, c'est la méthode HACCP. Alors ça, c'est encore un acronyme. En plus, celui-là est anglo-saxon. C'est Hazard Analysis Controlling Critical Points. Donc, c'est l'analyse du risque par le contrôle des points critiques. Donc, en fait, là aussi, on est dans quelque chose d'assez élémentaire. C'est simplement de
découper une action, quelle qu'elle soit, par étapes, en faisant en sorte que ce découpage permette le passage d'une étape à une autre avec un contrôle. Voilà. Alors, j'ai fait ça, hein, mais ça peut être à n'importe quelle échelle. Hein. Encore une fois, ça peut être tant au plan de l'organisation qu'au plan de l'action quotidienne elle-même. Mais ça permet de faire des acronymes, par exemple, des petites routines. Voilà. En plongée, la plongée mondiale qui a été prise en charge au niveau international par une association de professionnels qui s'appelle le PADI, utilise énormément d'acronymes. Voilà. Donc on utilise en formation, on utilise l'acronyme pour faire des contrôles. J'en ai trouvé un toujours dans le document au gré de l'air. C'est ADAPL, attaché, démêlé, accélérateur, parachute et espace aérien libre. Voilà, c'est en procédant par ce type de démarche qu'on arrive à créer comme ça des réflexes ou des routines qui permettent d'avancer. J'en ai fini avec mes outils. Je voudrais juste dire quelles ont été mes deux références qui sont en soi des outils. C'est le diaporama, alors je ne sais pas si il est là ou s'il n'est pas là, ou s'il y a des gens qui ont participé à ce travail, je ne les connais pas. Parapente et sécurité, qui est un document de décembre 2009 qui a été élaboré par Au gré de l'air. J'ai eu du mal à m'en détacher en faisant ma présentation, tellement ce travail colle à une démarche de gestion des risques. Le deuxième, c'est le manuel facteur humain pour les libéristes, qui m'a beaucoup intéressé, puisque précisément, alors attention de ne pas exclure tous les autres facteurs dans le risque en parapente, parce que c'est un petit peu ce que j'entends, et ce que j'ai entendu dans ma formation compactée en particulier, c'est de rattacher l'accidentologie parapente au facteur humain, en disant le problème du parapente, c'est le facteur humain. Non, le problème du parapente, je ne sais pas quel il est, et si on veut le caractériser, on peut procéder, comme j'ai indiqué ici, le plus rationnellement possible. Ce qui est par contre très intéressant, c'est qu'effectivement, dans la démarche, et en parapente en particulier, plus on avance, et plus le pilote est seul. Et plus, effectivement, ce qui va compter, c'est tout ce qui peut aider à maîtriser les risques liés au facteur humain. Donc, j'ai beaucoup apprécié cet ouvrage. Je dirais en conclusion un certain nombre de choses. D'abord qu'il y a un proverbe chinois qui dit que l'expérience, c'est un peigne pour les chauves. Donc l'expérience, c'est pas le meilleur ami de la prévention. Donc JC a fait allusion à ma façon de voir le risque en parapente. Je prétends que si on va jusqu'au bout de la logique, on n'a pas plus de chances d'avoir d'accident parce qu'on vole, plus on vole et plus on a de chances d'accident. Non, c'est comme la loterie, ça. Hein. Vous n'avez pas plus de chances de tirer le 5 cette semaine que la semaine prochaine. Les chances, elles sont très exactement les mêmes. Alors oui, dans le temps, si vous jouez toute votre vie le 5, peut-être que vous avez plus de chances qu'il sorte un jour. Mais en gestion des risques, c'est pas la façon de procéder en gestion des risques. Et le risque n'est pas une fatalité. Gérer le risque, c'est agir sur des choses précises. Et donc, le risque, il doit être le même à chaque décollage. Voilà, c'est pas... On remet les compteurs à zéro à chaque décollage. Donc ça, c'est alors ça, c'est un point de vue. Hein. Après, on peut ou ne pas être d'accord. Hein. Mais donc, voilà, l'expérience n'est pas la prévention. Il faut prendre l'habitude de temps en temps de changer de référentiel. C'est d'oublier l'idée de pratique sanctuarisée. J'ai quelquefois proposé sur des forums mon approche risque, mais des réflexes un petit peu virulents. Je sais que les libéristes sont attachés à leur liberté, mais bon, je pense que l'équipe, le groupe, le travail en commun, ce sont des choses qui sont intéressantes aussi en parapente. Pas hésiter à benchmarker, c'est-à-dire à utiliser les analogies avec d'autres disciplines. On a parlé, j'ai parlé de la plongée. Ça, je pense que mon successeur à cette place sait de quoi on parle. Et enfin, toutes les organisations humaines progressent dans la transgression.
Donc je ne suis pas là pour vous suggérer d'abandonner toutes vos libertés, mais voler, c'est déjà une transgression en soi, donc c'est peut-être pas la peine d'en rajouter. Voilà, je vous remercie. Bonsoir à tous. Je vais me présenter aussi, comme les autres. Donc, François-Michel Galland, je suis le médecin de la Ligue de vol libre de Provence depuis 4 ans, puisque notre mandat a commencé il y a 4 ans et nous le renouvelons en début de l'année 2013. Je suis pilote de parapente depuis 88. Je n'ai pas la prétention d'être un bon pilote, mais je suis un vieux pilote. Je vole pas énormément, mais environ entre 3 et 10 fois par mois. Mon expérience du vol libre est une chose, mon expérience professionnelle en est une autre. Je suis médecin du sport depuis 1980. J'ai fait une carrière de médecin de la plongée, et Benoît-Marie en parlait tout à l'heure. La plongée, c'est une façon d'aborder les choses avec une certaine procédure. Et il faut de la rigueur si on ne veut pas être accidenté. Le vol libre, je crois que c'est exactement la même chose. Ma carrière m'a amené donc au cours de 30 ans de médecin de la plongée. J'étais plongeur des mineurs, j'étais dans la marine et j'ai été consultant national en plongée, donc j'ai eu à analyser beaucoup de facteurs d'accidents. Dans le vol libre, j'essaye de me consacrer à la Ligue et l'accidentologie. Je n'ai eu les résultats de l'accidentologie 2012 que très tardivement, puisque Jean-Christophe me les a procurés en début de cette semaine. Donc je ne vais pas faire une analyse exhaustive de ces chiffres-là, mais on va en retirer quand même quelques enseignements. La question qu'il m'a posée au départ, est-ce que je voulais bien parler de quelque chose? Il m'a demandé physiologie, pathologie et stress. Et puis à la fin, il a fait un autre message en écrivant facteur de risque. On va essayer de voir tout ça. La première idée, facteur humain et accidentologie, on aurait tendance à penser, mais les accidents, la grosse majorité, c'est bien sûr au décollage, collision en vol ou à latéraux. Mauvaise appréciation des conditions. Mauvaise appréciation de ses capacités par rapport à l'aérologie. On a tous en tête le pilote qui se met en difficulté lorsqu'il décolle à 14 heures en plein mois d'août, et quand c'est à Saint-André-les-Alpes, c'est encore pire. Une voile trop performante pour l'expérience du pilote, c'est vrai que ça arrive tout de suite à l'idée, mais on a vu dans les statistiques que ça n'est pas la majorité des cas, puisque beaucoup d'accidents sont déclarés avec des voiles qui sont au niveau de compétence des pilotes. La distraction dans une phase délicate. Et là encore, au décollage, la distraction au décollage, ça arrive très souvent. Pendant le croisement d'une autre voile, à l'atterrissage, on a déjà vu ça. Une prise de risque inconsidérée. La prise de risque, c'est malheureusement la diminution de la sécurité, l'excès de confiance, et c'est à l'origine de beaucoup d'accidents. L'excès de prétention, l'excès ou la technique insuffisante, là aussi, ce sont des facteurs de risque. Le manque de maturité du pilote, ne pas savoir renoncer. On arrive au décollage, on est monté à pied, on est content. Les conditions sont un peu douteuses, mais on descend quand même sous sa voile alors qu'on aurait dû renoncer. Le surpilotage, c'est à l'origine de beaucoup d'accidents. Mais ce n'est pas dans la demande de Jean-Christophe, donc je ne vous parlerai pas de ça. Les facteurs accidentogènes qu'on va voir, avant le vol, on ne devrait pas les voir, puisque vous savez qu'il y a une aptitude. Et normalement, il y a une visite médicale qui doit être faite, je vous le rappelle, tous les 3 ans avant 40 ans et tous les 2 ans après 40 ans, et à chaque renouvellement de licence lorsqu'on est compétiteur. Quoi, c'est l'inverse? La licence, 3 ans avant 40 ans, tous les 2 ans après 40 ans. D'accord. On doit normalement éliminer les problèmes métaboliques. Le diabète, c'est à l'origine de perte de connaissance. Le problème cardiaque ou le problème respiratoire, on va voir avec l'altitude les risques que ça a. Les problèmes de vigilance, combien de pilotes sont sous médicaments, sous décontracturants musculaires, sous l'influence de l'alcool, voire de cannabis.
La méforme, les soucis personnels, là aussi, ça intervient dans l'accidentologie. Alors pendant le vol, on va parler un tout petit peu d'altitude et d'hypoxie. Même si on n'atteint pas des altitudes extraordinaires, l'altitude est un facteur d'accident. Le froid, la déshydratation, la centrifugation, la pression que se met le pilote ou que mettent les autres pilotes sur le pilote en question, l'excitation du vol, la fatigue, le stress, tout ça sont des facteurs qui s'accumulent. C'est un enchaînement et il y a un petit peu de chacun dans les facteurs de l'accident qu'on va aller chercher. Alors avant le vol ou pendant, le désordre métabolique cardiovasculaire méconnu mais révélé par le vol, l'hypoglycémie après une montée à pied, j'en ai parlé rapidement, les efforts dans du vent fort et puis le coup de mou après en l'air et la mauvaise réaction face à l'impondérable. La fermeture rapide et puis un mauvais pilotage quand le type est complètement fatigué. Les troubles du rythme, l'infarctus massif en vol, ça s'est vu. En 2006, un de nos confrères a eu un accident mortel du côté de Gourdon après son décollage. On a vu partir sa voile sous le vent du relief du côté de Tourette. Personne ne comprenait pourquoi ce pilote, qui était un pilote très expérimenté, se baladait là-bas sous le vent. En fait, il était mort peu après le décollage, et on l'a su qu'à l'autopsie après, quand on l'a récupéré. Il avait fait un infarctus massif en vol. Cette année, en 2012, il y a eu un cas où on se doute qu'il y a eu un infarctus massif en vol. Les médicaments, je vous ai dit tout à l'heure, les décontracturants musculaires, le myolastan, mais les hypnotiques aussi, les benzodiazépines, c'est une action sur la vigilance et c'est quand même un trouble pour le bon pilote. Le repas arrosé avant le vol, ça modifiera forcément le comportement. Ne parlons pas du cannabis, j'ai déjà vu pas mal de pilotes qui se faisaient un petit pétard avant de s'envoler. Je vous laisse quand même imaginer que ça modifie l'appréciation des conditions, ça modifie le comportement et ça modifie la réactivité. Pour revenir sur l'altitude, cette photo, je l'ai prise dans Parapente Plus parce que cet été, on a eu quand même un week-end extraordinaire le 19 août. Le week-end du 19, il y a 115 pilotes qui se sont posés au sommet du Mont Blanc. Quand on est acclimaté à l'altitude, il n'y a pas de problème. Quand on n'est pas acclimaté, monter à 5000 mètres, il y a quand même des conséquences. Le mal aigu des montagnes, vous avez peut-être entendu parler de ça, pour les alpinistes, mais en parapente, ça peut se voir aussi. C'est un œdème cérébral ou un œdème pulmonaire, et lorsqu'on monte à l'aiguille du Midi, et je crois qu'il y a quelqu'un dans la salle qui en a été déjà le sujet, on peut avoir très très mal à la tête. C'est pas tout le monde, c'est une personne sur 2, une personne sur 3. La sensibilité personnelle est très variable, mais la statistique dit 25 à 50% à 4000 mètres. L'aiguille du Midi, le téléphérique vous mène à 3842. Si vous venez de la plaine auparavant, vous n'êtes absolument pas acclimaté à l'altitude, et là, il y a une réaction. L'altitude, quand on monte à 5000 mètres, c'est un repère qui est très facile, la pression partielle de l'oxygène a diminué de moitié. Vous cherchez votre oxygène, votre ventilation va s'augmenter. L'hyperventilation amènera une élimination du gaz carbonique, hypoxie plus hypocapnie, il y a des désordres vasculaires et il y a des désordres sur le pH sanguin. Et ça amène cet œdème cérébral, cet œdème pulmonaire. Et il y a aussi, à part les céphalées, le mal de tête, des crachats parfois sanglants, des vertiges, des nausées, une hyperventilation, l'insuffisance respiratoire ou les troubles psychiatriques. Et en altitude, on a connaissance de récits de gens qui ont perdu la tête et qui ont eu des comportements complètement aberrants. C'était l'œdème cérébral débutant de ce mal aigu des montagnes. Heureusement pour nous, ça régresse complètement. Ça régresse à la descente et relativement rapidement. Il suffit de perdre 4 à 500 mètres pour que la symptomatologie diminue. Et parfois, quand on doit rester en altitude longtemps, il est utile d'emmener de l'aspirine, de la dalate, du Diamox ou des corticoïdes. Vous avez peut-être entendu parler de ça.
On va parler de déshydratation maintenant. En l'air, on est en général en l'air quand il fait beau. Il y a du soleil. L'altitude est un facteur de déshydratation. Le vent relatif, n'oublions pas qu'on avance en parapente. Le stress est un facteur de déshydratation. Lorsque le vol se prolonge aussi. Et c'est surtout sur une pratique de plusieurs jours. Lorsqu'on organise une petite virée, on va faire 3-4 jours de parapente et on essaye de voler le plus longtemps possible et on s'hydrate pas très bien. Et petit à petit, les effets de la déshydratation arrivent. Et les mouvements sont un peu plus lents, ils sont moins bien dosés, le pilotage est moins précis. Avec le froid et le vent, j'ai retrouvé qu'on perd 1 à 2 litres en 4 à 6 heures. C'est quand même énorme parce qu'on perd du sel aussi. Et donc, il faut avoir une poche à eau, un camelback, et pouvoir prendre des petites gorgées de temps en temps. N'oubliez pas que si vous prenez des grosses gorgées, vous allez amener un volume liquidien très important qui va être filtré tout de suite par vos reins et vous allez remplir votre vessie. Alors que si vous prenez des petites gorgées de temps en temps, vous allez réhydrater votre organisme et vos muscles et c'est beaucoup plus utile d'avoir de l'eau avec un peu de sel, du miel pour avoir de l'énergie directement utilisable. Je vous lis ce petit récit que j'ai trouvé. Ma tête est un peu lourde, j'ai des courbatures aux abdominaux à force de voler, mon épaule me fait bizarrement mal lorsque j'ai les bras hauts. Dans mon champ visuel, des points scintillent par moments. Au bout de quelques transitions, c'est le coup de barre, l'impression de voler à côté de mes pompes. La voile fait ce qu'elle veut, je subis plutôt que je n'agis. Il y a quelques instants, j'ai provoqué une collision. Je crois que le mieux est de me diriger vers l'atterrissage. Voilà un pilote sage. Alors à plus ou moins long terme, la déshydratation va amener des accidents musculaires, tendineux, au décollage, à l'atterrissage, des crampes, des claquages, des tendinites en vol. Et ce pilote qui avait mal à l'épaule, bras haut, c'est un début de tendinite peut-être, j'en sais rien, il y a peut-être une pathologie articulaire, mais c'est possible. Une mauvaise irrigation des petits vaisseaux sanguins et les engelures aux extrémités, lorsqu'on est déshydraté, ça arrive beaucoup plus vite. Les courbatures, le lendemain, bien sûr. L'accroissement de la température interne en été, lorsqu'on est déshydraté, la température monte beaucoup et je ne vous ferai pas une leçon sur le coup de chaleur. L'augmentation du travail cardiaque, la viscosité du sang a changé si le liquide a diminué et le travail cardiaque augmente. Parfois, certaines personnes font des calculs dans les reins, on fait des lithiases rénales et des coliques néphrétiques. Enfin, difficulté de concentration, la fatigue arrive et on a envie de s'arrêter lorsqu'on est déshydraté. Mais il vaut mieux s'arrêter avant d'avoir les problèmes. Un autre sujet qui est assez intéressant, c'est la centrifugation. Je vous ai mis une photo prise en stage de pilotage. C'est une voile qui est face au sol, qui tourne bien, et le pilote commence à être bien centrifugé. Il peut avoir un peu d'émotion, un peu d'angoisse lorsque c'est au début. Parfois un manque de lucidité, il ne sait pas vraiment où il en est. Parfois ce qu'on appelle la viscosité mentale. Et c'est vrai, quand on est centrifugé, l'augmentation du poids apparent est très importante. Au bout de quelques tours, on est très vite à 3G. 3G, un pilote de 70 kg, il en pèse 210. Il a des difficultés à bouger la tête, il a des difficultés à remonter la main, tout simplement, remonter la main qui est appuyée sur sa commande. Elle est beaucoup plus lourde. Comme on est centrifugé, le sang arrive mal aux extrémités, et surtout au cerveau. Il arrive beaucoup plus dans les pieds que dans le cerveau. Et les troubles visuels arrivent très vite. C'est la baisse du champ visuel périphérique, ce qu'on appelle le voile gris. Et si on continue, le voile noir, on ne voit plus dans le champ visuel central. La perte de connaissance est possible à 5G. Alors vous allez me dire, il y a des gens qui tolèrent très bien la centrifugation. Et c'est vrai que l'entraînement, l'expérience peut augmenter la tolérance. Mais ce n'est pas constant. Il y a la variabilité individuelle aussi. Quelqu'un qui sera un spécialiste de l'accro fera 10 tours un jour, et le lendemain, au bout de 6 tours, il aura déjà son voile gris. La même personne. La sensibilité individuelle est très variable d'un jour à l'autre. Et on a moyen de faire ça, il y a des choses à faire? Oui. Alors, variabilité d'un jour à l'autre, tonus abdominal, c'est très important. Je crois qu'il y a pas mal de pilotes de parapente qui ont des abdominaux très Cronenbourg et pas très musclés.
avoir des abdominaux musclés, c'est une sécurité quand on est centrifugé. Avoir une compression, lorsqu'on voit les pilotes de chasse, l'équipement qu'ils ont, vous avez vu les pantalons anti-G, ils ont une compression des membres inférieurs. Cette compression des membres inférieurs évite justement au sang centrifugé de stagner dans les membres inférieurs. Ça reste au profit des centres et c'est quand même mieux. Avoir des chaussettes montantes un peu serrées, c'est déjà un petit truc quand on est centrifugé. C'est pas grand-chose, mais c'est déjà bien. Et avoir une sangle musculaire tonique, ça c'est mieux. Parce que quand on veut faire des 360, si on contracte les muscles des membres inférieurs et les abdominaux, on le tolère beaucoup mieux. Et excuse-moi, tu peux conseiller de faire ces mouvements-là en contractant les abdos On peut contracter les abdominaux, bien sûr. Oui, absolument. Mais je vais en reparler tout à l'heure pour le stress, parce que la ventilation abdominale, c'est très important. La tolérance diminue. Je vous l'ai dit, avec la fatigue, la méforme, les problèmes circulatoires, bien sûr, et l'alcool, toujours, puisque l'alcool a un effet vasomoteur très important, et vos vaisseaux ne vont pas réagir de façon habituelle. La centrifugation, cette photo, elle est moins impressionnante que celle de tout à l'heure. Je l'ai prise dans Parapente Mag, je crois. J'ai laissé le nom de l'auteur à côté. Le pilote perd ses repères. Il est désorienté. Là, on voit bien qu'il tourne à gauche. Il a abaissé la commande de gauche. Quand il est face sol, il peut ne pas savoir dans quel sens il tourne. Et à ce moment-là, il peut avoir une action paradoxale en tirant toujours sur la commande qui a provoqué le virage au lieu de le neutraliser. On dit qu'il faut chercher l'horizon du regard pour contrôler l'assiette de sa voile. Certains regardent le stabilo. C'est très difficile de donner une généralité. Je vous ai marqué, c'est surtout en sortie de spirale qu'on est le plus sensible au G. C'est vrai que quand on est à moins 12 et qu'on passe à 0 mètres seconde en taux de chute, eh bien on prend 4G. Alors le stress. Je vais vous parler du stress. Il est évident qu'il vaut mieux éviter de se trouver dans cette situation ou à proximité de ça. Quand on fait le tour d'une montagne et qu'on voit ça derrière soi, il vaut mieux se poser. Parfois, c'est une fermeture un peu violente. Je pense que celle-là, elle est provoquée. Parfois, c'est un ciel un peu encombré. Ça, c'était les championnats d'Europe à Saint-André cet été, avec un nuage de pluie qui arrivait. Il y a beaucoup de voiles en l'air en même temps et il y a la pluie qui arrive. Il faut savoir gérer ces situations. C'est pas facile de gérer un stress. Là, c'est des images de Cives avec une frontale ou un départ en autorotation. C'est parfois une stimulation psychologique, le stress. On arrive à ce qu'on voulait. Quand vous avez un travail à terminer et que vous attendez le dernier moment, c'est vrai que vous avez ce petit aiguillon qui vous permet de terminer correctement votre boulot. Mais avec des inconvénients aussi. Je vous les ai marqués là. On a la bouche sèche, on se met à transpirer, on a parfois des douleurs musculaires, parfois des migraines ou une diminution de la ventilation. Embêtant quand on est en altitude, la baisse de ventilation. Après, il y a des difficultés de concentration, difficultés de raisonnement, une perte de conscience de la situation. On n'apprécie pas le risque comme on devrait l'apprécier. Et on prend des décisions erronées. On oublie quelque chose. La vigilance a diminué. On a son attention qui est attirée par quelque chose qui est complètement inutile. On regarde son GPS alors qu'il y a une voile qui est en face de soi et que les conditions sont un peu turbulentes, par exemple. Le pilotage peut être hyperactif. On a tous vu sur des sites des Robocop qui appuient sur les commandes de façon très brutale et beaucoup trop prononcée. Ou alors, le pilote peut être complètement paralysé, complètement passif et ne rien faire lorsque sa voile se met en autorotation. J'avais un film, mais j'ai pas réussi à enregistrer juste le passage, donc je peux pas le présenter. J'en ai mis juste la référence. D'abord, gérer le stress. Il faut essayer de ne pas se mettre en danger et garder le plaisir du vol. Sinon, pourquoi vole-t-on ? Ça doit être un plaisir. Et il faut être en forme pour réaliser des objectifs réalistes. On se donne des objectifs, mais si on est en forme. Faire un plafond, faire un cross, faire un exercice de tangage par exemple, ou se poser au déco, pourquoi pas. Mais il faut que ça soit dans ses capacités. Donc il faut identifier aussi les facteurs de stress. Un site très fréquenté,
on peut très bien y aller. Quand on y va à tour de rôle, on a des sites dans la région qui sont tout petits et on y va à tour de rôle. À la Cadière, à 3 ou 4 en l'air, ça va, ou alors il faut être très étagé à des hauteurs différentes. Les nuages. On voit beaucoup trop de pilotes qui se mettent en l'air alors qu'il y a des nuages et on ne sait pas ce qu'il y a derrière. L'aérologie forte, là aussi, c'est l'expérience du pilotage l'expérience du pilote qui permettra de contrer certaines situations. La respiration abdominale, j'en parlais tout à l'heure à Florence, c'est une forme de gestion du stress qui est très utile. Contracter les abdominaux pour expirer et détendre la paroi gastrique pour inspirer, c'est quelque chose qui vous amène à gérer une situation parce que ça vous permet de vous concentrer aussi sur votre ventilation et en même temps vous amène à une ventilation qui est efficace. C'est une très bonne chose de faire des exercices de respiration abdominale dans toutes les situations où on a un petit peu de stress. Et même quand vous êtes en voiture et qu'il y a un type qui vous fait une queue de poisson, faites un peu de respiration abdominale, vous allez voir que vous allez retrouver une vigilance beaucoup plus calme très vite. Je sais ce que je fais, pourquoi je suis là, j'ai le niveau pour, donc je devrais m'en tirer. La position de pilotage actif, on le dit en stage de pilotage, mais c'est tout le temps qu'il faut y penser. Bien camper dans sa sellette, les genoux plutôt écartés, éviter d'avoir les jambes tendues et être trop cambré. Alors dans les harnais cocon où on est complètement couché, eh ben on peut quand même se réasseoir un petit peu, on peut fléchir un petit peu les jambes aussi. Il est certain que quand on est complètement allongé, on a plus de risques. Retrouver des situations connues. Pour les gens qui ont fait des stages de pilotage, ça ne veut pas dire qu'il faut se mettre dans une situation de risque. Le stage de pilotage, c'est pas pour être inconscient après, mais c'est pour mieux connaître les possibilités de son aile et la possibilité en milieu sécurisé de contrôler des situations qui sont faisables. Même si la fermeture que vous faites avec le départ en autorotation en stage de pilotage, vous n'allez pas la rencontrer exactement lorsque vous êtes sur site à 50 mètres des sapins, mais on prend quand même des habitudes et on peut retrouver ces situations. Alors la prise de risque. Prendre un risque, c'est accepter de diminuer sa sécurité. Pour une satisfaction personnelle, un dépassement de soi, un plaisir à être reconnu par les autres, je ne sais quoi. Jusque-là, on avait peur, et puis un jour, on ose. On sort de son habitude et on ose quelque chose de nouveau. Pourquoi pas ? Ça peut être un stage CIV, ça peut être imposé en 360. C'est quand même un peu engagé. Ça peut être raser un relief. Quand l'aérologie est calme, on en parlait tout à l'heure, c'est faisable. Quand l'aérologie est un peu turbulente, on prend un risque, certainement. Dans les statistiques de la Fédération, en 2012, sur les 15 décès répertoriés, la prise de risque est un des facteurs notés par celui qui a interprété le fichier dans 6 cas, avec une mauvaise gestion de ce risque après. L'enchaînement des difficultés, la baisse des capacités de jugement, il est certain que l'enchaînement des difficultés et l'empilement des difficultés, je devrais dire, quelqu'un qui change de voile, de sellette et de site le même jour, il se met dans une situation de risque forcément plus grande. Serrer les difficultés, n'allons vers la nouveauté que étape par étape. Et puis, j'oublie pas l'aléatoire, l'imprévisible, parce que on en connaît tous des cas d'accident où on n'a pas retrouvé d'erreur. On n'a pas retrouvé l'erreur évidente. En fait, quand on analyse bien les accidents après, l'aérologie était peut-être un petit peu limite pour se mettre en l'air. C'est l'heure du décollage aussi, parce qu'on sait que ça sera plus turbulent à 14h qu'à 10h du matin. Est-ce qu'il n'y a pas un défaut d'anticipation dans ces accidents-là, où on n'a pas retrouvé d'erreur évidente? C'est déjà une erreur que de ne pas avoir anticipé. On l'a vu, 50% des accidents sont déclarés par des pilotes expérimentés à très expérimentés. La routine lors de l'équipement, c'est un facteur de risque. La routine diminue la sécurité. Manque d'attention en fin de vol, l'erreur de positionnement ou de pilotage, c'est ce que j'ai retrouvé sur ton diaporama. La FFVL fait une base de données des non-accidents aussi. Il y a non seulement la base de données des accidents, mais il y a aussi les non-accidents. Et il y a un site FFVL, BNDA,
ou alors fédération, on trouve les pages sécurité et technique. Il y a aussi des données sur les non-accidents. Ça vaut le coup d'aller voir un peu de temps en temps pour augmenter un peu son expérience. J'ai trouvé cette phrase d'un pilote de planeur qui m'a bien plu. Il n'y a pas d'incident anodin, les conséquences peuvent être dramatiques et il parlait d'atterrissage dans l'eau. En parapente, si on a un airbag bien gonflé dans le dos et qu'on est un peu saucissonné dans ses suspentes, forcément on a le nez dans l'eau et c'est difficile de se dégager. En parapente, le retournement dans le mauvais sens et le twist alors qu'on a déjà décollé, il faut savoir le gérer. N'oublions pas que le moindre désordre physiologique peut entraîner un accident. Alors pour conclure, ce pilote est en bonne forme, il est motivé, pas fatigué, il est bien couvert, la tête et les mains. N'oublions pas que c'est par les extrémités que l'on perd le plus de calories. Quand il fait froid, il faut avoir la tête et les mains couvertes. C'est le meilleur rapport surface sur volume pour perdre des calories. Il a des lunettes. Il y a quelque temps, il y avait eu un article dans une revue fédérale sur les drusènes. Vous vous souvenez de ça? Ce sont des lésions de la rétine avec les ultraviolets. Quand on n'a pas de lunettes en l'air et qu'il y a du soleil, on s'esquinte la rétine et on peut être complètement ébloui, ne pas voir l'obstacle, que ce soit la paroi ou le pilote qui vient devant vous, justement avec le soleil. Il a de quoi boire si le vol doit durer. Il doit pouvoir se réhydrater. Il est bien assis, il est détendu, il est vigilant. Et il est prêt à interpréter toutes les situations de vol qui peuvent se présenter. Et enfin, il a le bon niveau de compétence pour sa voile et les conditions aérologiques du jour. Alors j'ai récupéré ce schéma dans le très bon bouquin de Xavier et Jean-Gabriel, parce que l'empilement ou la succession des différents facteurs, c'est quelque chose d'intéressant à considérer. Vous voyez que la gestion des risques, c'est d'abord une prise de conscience de la situation. Des menaces éventuelles, on prend la décision de voler, on conduit son vol avec une aile que l'on connaît et qu'on sait piloter. L'engagement commence par la culture, la pression, soit des autres, soit la pression que l'on se met. L'émotion, le stress, la motivation, tout ça sont des facteurs qui s'accumulent et on doit pouvoir faire la part des choses pour avoir un vol qui soit performant, soit en sécurité, mais surtout en plaisir. Voilà, j'ai terminé là. Je me soumettrai à vos questions si vous le voulez. Je vous remercie. Casque intégral, casque Bolt. Moi, j'ai pas de préférence. Il est certain que s'il y a du vent fort, un casque intégral protégera la face et le maxillaire. Le risque. Pourquoi mettons un casque? Parce que le risque, il est avec le contact du sol, au décollage quand il y a du vent fort, on se fait traîner par sa voile, à l'atterrissage aussi, on peut se faire traîner par sa voile. Le casque intégral a l'avantage de protéger le maxillaire et la face. J'ai eu à gérer un accident sur le site de Sainte-Anastasie il y a quelques années. Le pilote avait un casque intégral qu'il n'avait pas attaché. C'est très intelligent d'avoir un casque intégral, mais son casque, pendant la chute, s'est retrouvé sur son front et il avait une lésion frontale alors que son maxillaire n'avait rien. Son casque lui a servi à rien. Un casque non attaché ne sert à rien. Je pense qu'avoir un casque, c'est déjà très bien parce qu'il faut protéger l'extrémité céphalique. L'intégral, c'est le mieux. Certains détracteurs diront qu'on entend moins, on a un champ visuel qui est plus limité. C'est vrai ? C'est vrai, il faut gérer. Voilà, j'ai pas de préférence pour le casque. Je crois que chacun a ses avantages et ses inconvénients. Un casque bol, c'est plus léger, c'est facile à porter. Un casque intégral, c'est plus de sécurité, mais avec des inconvénients aussi. Oui, il faut surtout la vision périphérique. Elle reste Absolument. Il faut que le casque intégral soit fait pour le vol libre. C'est pas un casque de moto qu'il faut. C'est déjà mieux que rien. C'est déjà mieux que rien. C'est un casque qui est un casque léger, c'est une protection de l'extrémité céphalique. Maintenant, quand on est en alpinisme, quand on fait une rando en montagne, je crois qu'il est important d'avoir une cagoule sous ce casque léger pour les calories, pour éviter de perdre trop de calories par la tête.
Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être parmi vous ce soir pour parler des facteurs humains. Alors, je m'appelle Xavier Bévan. Ce qui a fait que je suis près de vous ce soir, c'était initialement la rédaction d'un article sur un site d'aviation qui s'appelle Mental Pilote. Et j'avais écrit un article qui s'appelle « L'art de renoncer ». Lorsque je suis sur les sites de vol libre, j'ai beaucoup remarqué des événements troublants, des précipitations, des situations qui sont très à risque. Et en fait, au fond de moi-même, j'étais un petit peu choqué de tout ça. Et j'avais quelques liens avec le monde de l'aéronautique. Et c'était l'occasion aussi de faire un pont avec les deux domaines, le vol libre d'un côté et l'aviation de l'autre. Et cet article avait été apprécié. Et à la suite de cela, nous avons fait un livre qui s'appelle donc Le Manuel des facteurs humains, qui est ici, dont on a parlé ce soir. Alors, ce qu'il faut que je précise, c'est que je suis parapentiste depuis 1988, que j'ai accumulé pas mal d'heures de vol pendant ces 25 ans. Je suis un passionné, j'ai fait une qualification tandem, donc je fais du biplace associatif. J'ai aussi une qualif paramoteur et j'ai beaucoup d'expérience en parapente. Malheureusement, ce printemps, avec ce vécu qui était sans faille jusque-là, il m'est arrivé un accident dont je vous parlerai au cours de l'exposé. Voilà. Alors, les facteurs humains, selon la définition que j'aurais envie de donner, ce serait... Je vais avancer sur mon... Ce serait tout ce qui touche à la performance des pilotes. Et les pilotes, nous sommes fragiles et vulnérables, c'est un élément important à considérer. Reconnaître cette fragilité et les vulnérabilités, c'est déjà un pas vers une prise de conscience. Et la prise de conscience va nous servir à progresser en termes de sécurité. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose d'important. Et ce soir, il y a un public de choix, puisque vous vous êtes déplacés pour ce sujet. Et on peut imaginer que certains pilotes ne se sentiraient pas concernés par ce sujet, le vario, et ne seraient pas dans la salle. Donc un élément très important, c'est la reconnaissance de notre vulnérabilité et de notre fragilité. Moi-même, donc, qui avait 3000 heures de vol, qui les ai toujours, mais qui vient d'avoir un accident, effectivement, je suis toujours aussi vulnérable que je ne l'étais auparavant. Et ceci malgré mon expérience. Donc c'est pas parce que je suis là devant vous que je vais parler de haut. Voilà. Alors, les facteurs humains sont un sujet qui est apparu en 1950 dans l'aéronautique à l'US Navy. Avant, on considérait vraiment le pilotage et la sécurité aérienne selon des approches purement techniques. C'était la technique qui prévalait, mais les accidents étaient nombreux. Et les débuts donc de cette nouvelle branche qui était enseignée pour les pilotes professionnels à la Navy sont apparus dans ces années-là, avec efficacité comme nous allons le voir par la suite. Les facteurs humains sont quelque chose qui est, à mon avis, trop sous-représenté dans la formation. Alors je ne sais pas, Jean-Christophe, moi je ne suis pas du tout un professionnel. Les facteurs humains représentent une forte proportion d'implication dans les accidents. Et donc, il y a évidemment tout un panel technique à maîtriser, à apprendre. Les questions aérologie, météorologie, technique de pilotage, c'est des sujets complexes. Néanmoins, il reste que dans les situations d'accident, il y a 80% des facteurs humains qui peuvent être reconnus. C'est pour ça que je suis vraiment heureux ce soir d'être là pour pouvoir en parler avec vous, parce que c'est peut-être par là qu'on réussira à faire quelques progrès si on le désire. Alors, les facteurs humains, la définition, ce serait tout ce qui touche à la performance des pilotes. Le but, c'est d'identifier, de prendre conscience des risques, et grâce à cette identification et à cette prise de conscience, ce serait de pouvoir modifier ses comportements, avoir des attitudes qui nous permettraient d'éviter des dangers. Alors, les dangers nous cernent
Il y en a beaucoup. Et donc, à travers cette question des facteurs humains, nous avons essayé avec Jean-Gabriel Charrier, qui est donc le co-auteur de ce livre, de créer un modèle et d'essayer de structurer un petit peu tout ceci. Parce que si on aborde un sujet ou un autre, ça devient compliqué. Alors, dans notre modèle, on voit ici qu'il y a des couleurs. Il y a une partie qui est le bonhomme en bleu. Ensuite, il y aura l'environnement, les conditions. Et puis, là, je suis entraîné, ça veut aussi dire le matériel. Effectivement, le matériel, les conditions et l'homme. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec le « je suis entraîné » là, du coup, maintenant. Mais ça fait rien. Puisque l'entraînement, pour moi, ça vient aussi du bonhomme. Et là, en noir, on pourrait considérer que c'est le matériel. Alors, on retrouve la technique dans le pilotage. Et puis, en dessous, on a l'adaptation, la manière d'agir. Les facteurs humains sont plus donc dans le bas de la pyramide, orange et bleu. Et on considère que ces facteurs humains peuvent être retrouvés dans 80% des situations d'accident. Donc le but, c'est d'essayer de se poser la question en amont pour avoir des attitudes qui permettent ensuite d'assumer ce qu'on va faire. Moi, je suis toujours étonné sur les sites de vol libre de voir les prises de risques qui s'opèrent chaque jour devant nos yeux effarés. Alors, je ne sais pas, c'est peut-être pas dans les Alpes du Sud, là c'est les Alpes du Nord. À Annecy, c'est incroyable de voir ces décollages comme ils se font. Et aussi les biplaces. Moi, je vois beaucoup de biplaces qui partent de manière très limite, et notamment lorsque les conditions sont faibles. Ou alors les biplaces qui vont partir lorsque les conditions sont fortes, parce que les ailes sont plus solides, dit-on, et les gens pensent qu'ils vont être en sécurité parce qu'ils ont une marge de quelques kilomètres-heure de plus. Voilà. Alors, les facteurs de risque, on a fait exprès cette roue où on retrouve nos trois couleurs. On a rajouté en plus la couleur verte pour le collectif, la communication, les autres qui participent. Ce qu'il y a d'intéressant sur cette roue, c'est que chacun des éléments pris séparément peut apparaître de manière positive ou peut apparaître comme une menace. C'est-à-dire que, par exemple, le collectif, vous avez quelqu'un qui va vous donner une information intéressante qui va renforcer la sécurité de votre vol. Donc là, c'est un exemple positif. Ou alors, vous avez un petit peu le groupe qui va aller voler et qui va vous entraîner à le suivre, qui va vous toucher et vous amener à dépasser vos propres limites. Donc là, par exemple, ce serait l'exemple dans les deux sens. Et pour chacun des éléments, on a donc des possibilités d'être dans du positif ou dans du négatif. Voilà. La pression, l'état d'esprit, le stress, la maîtrise de l'aile, la maîtrise de l'environnement. Vous arrivez bien à lire là, hein ? Alors maintenant, par rapport à ce modèle, l'accident surviendrait une fois que toutes les plaques de protection sont franchies. On appelle ça le modèle Swiss cheese ou le modèle de Reason. Alors, il est évident que, pour revenir par exemple, parler d'une menace, sur les facteurs de risque concernant la personne en bleu, nous avons par exemple une personne qui a une physiologie, qui a une problématique déshydratation. Cette personne, elle peut avoir une pression. Cette pression, elle se l'est mise à elle-même ou elle va venir des autres. Elle a un état d'esprit. Par exemple, c'est Jérôme Cano qui nous a envoyé un mail où il disait que ce serait bien de se poser la question
Pourquoi est-ce que l'on vole et pourquoi est-ce que l'on va voler? C'était venu d'un film qu'il avait vu où des guides de haute montagne témoignaient d'un aspect transgénérationnel. Il y avait des montagnards qui avaient des accidents à des âges de la vie successifs, donc de père en fils. Donc, autour des risques pour soi, il y a donc évidemment beaucoup de choses qui sont la physiologie, la question des émotions, ce qui peut renvoyer à des aspects de la personnalité, l'état d'esprit qui peut renvoyer à nos motivations, et puis l'aspect de la pression. Donc cette partie bleue est évidemment très importante, et c'est elle qui va finalement donner tout un panel de réponses en termes de prise de décision par rapport à la situation que le pilote va vivre. Voilà. J'avais moi-même, dans ce livre, voulu parler des personnalités, parce que sur un site, on rencontre des gens très différents. Vous m'excusez, je vais boire un petit quelque chose. J'avais donc écrit, pour parler des différents types de personnalités, on le divisait en 4, pour schématiser un petit peu. Il y avait des personnes de type action, qui ont absolument besoin que ça bouge, des sportifs qui ont l'habitude d'être en mouvement. Et ces gens-là pourraient ne pas supporter d'être confrontés au fait de ne pas décoller, par exemple. Parce que ces gens-là, sur l'autoroute, lorsqu'il y a un bouchon, ils s'énervent. Il faut que ça bouge. J'avais aussi caractérisé des gens qui sont plus dans le domaine créatif, qui sont rêveurs, et qui vont peut-être, dans ce cas-là, être tellement contemplatifs qu'ils vont oublier de faire d'autres choses de manière plus organisée. Et puis, on a des gens qui sont dans le relationnel. Au niveau de leurs préférences mentales, ils sont plus tournés vers les autres. Et dans ce cas-là, ils vont être plus sensibles peut-être à l'effet de groupe. Voilà. Donc finalement, les facteurs de risque par rapport à ces questions de facteurs humains, c'est évidemment un sujet bien complexe, puisqu'il y a toutes ces personnalités qui se retrouvent dans toutes sortes d'états à des moments distincts de leur vie et qui sont en contact d'un collectif. Et ces gens ont des consciences des risques et différentes les unes des autres, et une façon d'y faire face dans la gestion des menaces et des décisions différentes. C'est pour ça donc que face à toute cette complexité, je trouve que c'est vraiment intéressant qu'on puisse se rencontrer pour en parler, pour justement pouvoir apprendre à se poser des questions, essayer de progresser dans cette démarche de réflexion, et ce qui va servir à chacun après pour prendre ses décisions et, si possible, de bonnes décisions. Voilà. En plus, ce que j'ai à vous dire, c'est que moi-même, qui avais beaucoup d'expérience de vol, il y a un risque que je n'avais pas identifié, ou trop peu, c'était le vent nul. J'étais quelqu'un qui donnait volontiers des conseils sur le site et qui demandait à mes collègues et à mes amis de faire très attention par rapport aux conditions aérologiques, des conditions convectives qui, à mon avis, portaient tout un lot de dangers. Et ce printemps, en décollant avec ma fille, dans des circonstances où il y avait un petit peu d'appréhension, un petit peu de stress lié à une pression temporelle que je m'étais mise moi-même par rapport à la montée de la convection le matin, du fait que j'étais en bas de charge à l'air avec elle sur une aile, et je ne voulais pas voler tard, mon aile a eu visiblement un petit nœud qui a induit une parachutale. Et en voulant la protéger dans cette phase parachutale qui était au décollage, je suis tombé en arrière et je me suis blessé. Et donc là, c'est en y réfléchissant, il y avait exactement les facteurs humains en action pour cette situation-là. J'avais écrit 2 livres en même temps, fait une formation de soins infirmiers. Je n'avais pas prévu de voler ce matin-là, mais c'est un ami qui m'a téléphoné. Et lorsque je suis allé voler, je n'avais pas forcément très envie de voler à ce moment-là. Et l'accident est arrivé. Et en y réfléchissant maintenant, je comprends aussi le message et la situation comme elle s'est déroulée. Voilà. Et je n'ai pas eu de chance, mais beaucoup de chance d'être si vite remis. Donc ce jour-là, les combinaisons se sont mises jusqu'à arriver pour moi à un accident.
Alors, si on parle d'une grosse fatigue, ce serait anecdotique. Évidemment, si on est extrêmement fatigué, on risque pour soi, évidemment. Mais là, effectivement, il y a le degré de fatigue. Quand on a une petite fatigue, est-ce qu'on va voler ou est-ce qu'on ne va pas voler? Et après, il y a d'autres éléments qui se combinent pour arriver finalement à cette multiplication des facteurs qui vont conduire à l'accident. Donc là, on a nos 3 plaques avec les 3 couleurs qui correspondaient avant à ceci: pilotage, adaptation et manière d'agir. Alors, la prise de recul, ce serait évidemment un élément très très important pour pouvoir avancer dans son pilotage et dans la gestion des risques par rapport à soi-même, là, dans le pilotage, dans le vol. On a mis ce petit serre-joint là sur la pression, puisque le stress et la pression est un des premiers éléments qui revient souvent donc, dans les facteurs accidentogènes. Alors, comme je l'ai souligné, ce n'est pas forcément une pression qui vient des autres, mais c'est aussi, ça peut être une pression qui viendrait des autres, du milieu, mais c'est aussi une pression qu'on peut se mettre à soi-même. Donc après, avec, si possible, cette prise de recul, cette conscientisation, on serait susceptible, là j'utilise moi le... puisqu'on est dans une démarche qui doit être proactive. J'utilise le conditionnel. Moi, j'ai eu cet accident. Je venais de terminer l'écriture du livre Manuel des facteurs humains. Et j'étais fatigué. Je n'ai pas mis en pratique, en fait, ce que j'avais écrit et les analyses qui sont dans le livre. Et c'est là que je me suis dit qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Il faut non seulement avoir des connaissances et de la formation, ou il faudrait, parce que je n'ai pas la science infuse, donc je vais utiliser le conditionnel, il faudrait non seulement avoir la connaissance, mais en même temps, il faudrait vraiment que ce soit d'une manière proactive, c'est-à-dire qu'on l'utilise. Alors à ce dessin-là, je me suis dit qu'il fallait faire un petit outil. Et cet outil, je vais vous le présenter, ce serait une checklist. Voilà. Une checklist pour aider à conscientiser, pour aider à ne pas se tromper dans sa décision. Parce que les décisions, on doit en prendre au fil du temps. Et on peut en prendre 1000 qui sont les bonnes, et un jour, on va peut-être avoir un souci. Alors moi, en ce qui me concerne maintenant, j'ai adopté quelque chose comme ça. Donc je vous fais la proposition. Elle peut être améliorée, hein, c'est juste un premier jet comme ceci. L'idée, ce serait d'avoir ceci, mais formellement. C'est-à-dire qu'en ayant une checklist qui serait formalisée avec soit un outil comme les smartphones, soit avec simplement un crayon à papier, on l'additionnerait avec la checklist que l'on a tous et toutes. Et cette checklist en facteurs humains nous permet déjà de mettre des croix et d'aider à se situer un jour où on est fatigué et que la prise de décision peut être embrumée par cette fatigue. Et dans ce cas-là, l'erreur peut survenir. Et donc, ce serait une aide que je propose, voilà, pour essayer de prendre sa décision, notamment d'envol. Voilà. Donc, on reprend les items, comme vous voyez, avec ces couleurs. Pression. Est-ce que j'ai de la pression? Est-ce que je ressens quelque chose dans cet ordre-là? Au niveau physique, comment est-ce que je me sens? Est-ce que je suis en forme? Est-ce qu'il y a quelque chose qui coince? L'état d'esprit, est-ce que j'ai envie d'y aller? C'est important, parce que l'envie est en lien avec l'énergie, hein, et donc elle va modifier aussi la course d'envol, probablement, la manière d'aborder les choses. Le stress, on en a parlé. Le stress peut amener à la tunnelisation mentale, c'est-à-dire que ça peut nous fermer l'accès au cerveau intelligent et à la réflexion. Donc là, on est dans la physiologie aussi. Et puis, il y a les conditions, des choses particulières qui seraient sur le site. Et puis, l'état de notre équipement, tout ce qui concerne le pilotage. Voilà, donc ça, c'est une proposition. Voilà, donc ça, elle a compris. Donc après, lorsqu'on a pu prendre du recul et que
On est donc moins en prise directe avec les choses. On a les copains là qui sont en bas, on va aller se poser vers eux. Eh bien non. On va se poser avant parce qu'on a remarqué que le vent s'est renforcé ou qu'il y a un facteur de risque qui serait susceptible donc de me mettre en danger. Et par exemple, l'endroit serait trop petit ou je ne sais quoi, et on peut se dire, moi j'ai élargi ma zone de confort en prenant une décision qui me met plus en sécurité. Alors là, je vous donne un petit exemple avec un vol où on a les 5 items. Donc Paul a donné un rendez-vous à un ami pour faire un vol en tandem. Vous arrivez bien à lire, hein ? La météo n'est pas terrible, les conditions sont limites avec pas mal de vent. Alors il décide de partir, mais après le décollage, le pilote n'est plus aussi à l'aise et le vent en bas s'est renforcé. À ce moment-là, tout se bouscule dans sa tête, il ne sait plus quoi faire. Est-ce qu'il doit attendre ou est-ce qu'il doit aller vite en bas ? Donc là, en fait, nous, on développe un petit peu ces questions d'analyse de situation, toujours avec ce modèle, avec la personne en bleu, avec l'aspect conscience de la situation en orange, et puis le pilotage en noir. Alors là, on a listé quelques éléments. Donc, par rapport à la pression, les buts, en fait, qui peuvent nous mettre la pression, rendez-vous programmé, ne pas vouloir décevoir ses passagers, etc. La conscience de la situation, différents éléments. Et donc là, on a choisi exprès donc, un cheminement dans ce vol de Paul. Donc, c'est une chose qu'on peut peut-être développer dans nos vols pour justement essayer de gagner en prise de conscience. Alors évidemment, c'est une démarche qui est proactive, qui demande de l'énergie et qui demande de faire un chemin soi-même. Mais je pense que ça peut être intéressant. D'ailleurs, si on a besoin de créer des documents, Jean-Christophe, nous on est un petit peu en train d'être dans cette démarche-là, donc on pourrait adapter quelque chose. Voilà. Et le but, donc une fois qu'on a identifié ces menaces, qu'on a certaines pistes, c'est justement de changer et de voler différemment. Voilà. Donc je vais vous faire un petit résumé rapide. Alors en vrac, ce sont avec beaucoup d'événements, souvent les mêmes menaces qui reviennent. L'accident survient lorsque toutes les barrières de protection sont franchies. Un exemple des facteurs contributifs d'accident, ça peut être le retard, le manque d'expérience. On a vu qu'il était finalement assez peu impliqué, que même des bons pilotes qui ont de l'expérience en ont. Non-perception des limites, mauvaise conscience de la situation. Moi, j'ai pensé aussi que quand on vole beaucoup, on a quand même malgré tout un degré d'exposition au risque. On additionne tout le temps et ça ne faut pas le négliger non plus. Voilà. Une chose intéressante aussi pour fixer un petit peu en mémoire, c'est ces facteurs contributifs qui s'additionnent. Les peaux de banane, elles s'additionnent. Et donc, dans les facteurs contributifs, on voit que dans le transport routier, il y a généralement 2,4 facteurs qui aboutissent à un accident. En aviation de transport, donc au niveau professionnel, on est dans un milieu qui est très normé avec beaucoup de checklists, tout un contrôle. On admet au niveau statistique qu'il y a souvent entre 6 et 7 facteurs contributifs pour arriver à l'accident. Par contre, quand on est dans une activité qui est peu normée, comme c'est malgré tout le cas dans le vol libre, j'imagine qu'on pourrait être aux alentours de 2 et quelques, un petit peu comme dans l'automobile. Il est évident qu'en cas de violation manifeste des règles, un seul facteur peut aboutir à l'accident. Voilà. Donc plus une activité est complexe, plus elle est normée, puisqu'on a augmenté les protections de sécurité. Alors effectivement, par rapport à cette accidentologie grandissante, moi c'est un des axes de réflexion que j'ai. C'est au niveau de la connaissance, au niveau de la formation qui serait encore prodiguée, comme tu disais Jean-Christophe aussi, même par un suivi en fait. Le but étant justement d'augmenter le niveau de protection des pilotes pour eux-mêmes par rapport à une activité qui est peu normée mais qui malgré tout est quand même très complexe. On est dans des activités complexes lorsque l'on vole, même avec des parapentes, puisqu'on fait appel à la maîtrise de beaucoup de choses qui doivent être combinées pour arriver à un résultat satisfaisant. Voilà, donc en résumé, les facteurs humains, c'est tout ce qui touche à la performance. L'objet, a priori, maîtrisé pour se faire plaisir, on est dans les loisirs.
On est vulnérable, on a chacun un domaine de compétences et on ne doit pas en sortir. On doit s'approcher avec beaucoup de précautions des limites. Donc lorsqu'on fait de l'acrobatie, qu'on tente de faire des choses qui n'ont jamais été faites, je ne pense pas que ça doit se faire d'un seul coup. Il faut vraiment un chemin qui nous amène vers ceci. L'accident survient quand on sort du domaine de maîtrise par un cumul des menaces. La pression, et quelle que soit sa provenance, est un des éléments majeurs de l'accidentologie en aviation de loisirs. Voilà, donc en fait, ce qui est important de savoir aussi, c'est que au niveau de la réduction des risques en aviation dans ces années 50, il y a eu donc les facteurs humains qui ont été travaillés jusqu'à nos jours, et on voit la courbe statistique au niveau accident qui parle d'elle-même. Donc on peut imaginer avoir une réduction des risques jusqu'à 80%, ce qui signifierait réduire par 2, 3 ou 4 les accidents. Voilà. Donc je fais une activité à risque, je suis vulnérable. Par la conscience de cela et la formation, j'essaie de le formaliser pour essayer d'anticiper les menaces et ainsi éviter qu'elles se combinent entre elles. Merci. Bien voilà, les différents intervenants sont intervenus. et merci à tous pour votre attention. Et il est évidemment à ma charge de conclure ce colloque. Merci de nous avoir écoutés. Votre présence si nombreuse ici, qui est un peu une surprise, quoi. Parce qu'on pensait intéresser du monde, mais pas autant de monde, est le premier des constats. Le constat, c'est qu'il y a une vraie interrogation, qu'il y a une vraie demande, et que, au regard des chiffres dont on a parlé en début de séance, il est de notre devoir d'intervenir, de faire quelque chose pour tenter d'enrayer cette courbe accidentogène. Au bout du compte, on vous a donné beaucoup d'informations aujourd'hui, dont je vous rappelle qu'elles seront retranscrites par un CD, un DVD qui sera distribué normalement à toutes les écoles, à tous les clubs qui en feront la demande. Et donc, tout ce qu'on vous a donné aujourd'hui, même si des fois, je vous le concède, c'était un peu lourd, vous l'avez pris en pleine face et ça vous reviendra lorsque vous regarderez à nouveau tout ça à tête reposée. Tout vous sera restitué, tous les documents vous seront restitués. Et si Xavier le permet, évidemment, concernant son exposé, tout sera également sur ce support informatique. Vous mettre en face de vous-même, aujourd'hui, c'est aussi vous mettre, vous, en face des autres. À savoir que je pars du principe qu'ici, il n'y a pas tous les pilotes de France, il n'y a pas tous les pilotes de PACA, mais que le savoir ne vaut que s'il est partagé. Il y a beaucoup de présidents de clubs ici, et il est important que toute cette information, tout ce qu'on vous amène aujourd'hui, et tout ce que vous nous amenez également, vous le fassiez, vous en fassiez profiter de gens qui sont autour de vous. Il y a aussi une chose dont je voulais vous parler, c'était sur l'auto-évaluation. Aujourd'hui, le vol libre est ce qu'il est. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi est-ce qu'on appelle ça du vol libre? Quelqu'un a une réponse à donner? Vas-y. C'est son moteur. Exactement, bravo. Aujourd'hui, le vol libre, ça s'appelle uniquement le vol libre parce que notre aéronef n'est pas asservi par un moteur. C'est uniquement pour ça que ça s'appelle du vol libre. Alors évidemment, on a des fois quelques contraintes, quelques réactions de pilotes. Bon, pilote, un vieux pilote et patati patata. Et on veut garder cette liberté, on veut garder cet espace de liberté auquel on est tous attachés, mais auquel aujourd'hui les gens qui nous contrôlent et qui nous observent seraient peut-être amenés à intervenir pour nous dire, ben voilà, c'est bien beau votre liberté, mais on peut plus assumer l'accidentologie que vous nous présentez actuellement. Donc il nous appartient à tous de se regarder, de s'évaluer. J'ai beaucoup aimé le petit schéma que Xavier a sorti en disant que, et c'est terriblement vrai, qu'à chaque fois qu'on s'engage dans une voie, je vais avoir un accident demain parce que hier soir j'aurais décidé de voler. Et que chaque acte positif que je vais faire, monter dans ma voiture, aller sur le décollage, et bien chacun de ces actes engage déjà celui qui vient derrière. Et à un moment, il faut savoir s'arrêter, il faut savoir dire non, il faut savoir renoncer. Et pour savoir renoncer, il faut être capable d'identifier notre environnement,
nos capacités, notre forme. Est-ce qu'actuellement je suis en train de divorcer et je suis full up au niveau du cerveau? Est-ce que je suis sous un traitement médicamenteux, comme le rappelait François? Est-ce que j'ai éventuellement une analyse de ma pratique, comme le disait Benoît, qui fait que je ne sais pas à quel moment je vais devoir m'arrêter, donc il va falloir que je formalise un petit peu tout ça. Et tout ça, ça passe aussi par de l'auto-évaluation. Florence, qui est la responsable régionale de formation auprès de la Ligue PACA, me dit qu'il y a peu de temps, elle voit arriver dans des écoles des gens qui viennent s'inscrire en stage cross et qui ont 20 vols. Tout ça parce qu'ils ont suivi, certainement au pied de la lettre, un processus de formation qui apparaît dans les bouquins de la Fédé, dans certainement un des bouquins que je considère au plus haut point pédagogique et efficace en auto-évaluation, c'est le passeport de vol libre de la Fédé, qui est super bien fait, qui nous trace une route, mais c'est une route qui est peut-être pas adaptée à chacun d'entre nous. Quand demain vous allez voler avec un moniteur qui va vous mettre dans des conditions thermiques et vous allez réussir, vous ne serez pas seul sous votre aile. Vous serez avec un moniteur. Donc vous allez devoir, la prochaine fois, venir voler à un niveau en dessous. Et ça, il faut être capable de l'identifier. C'est super important. Ce que je vous dis là, vous pouvez le répéter aux autres. Et j'en veux pour preuve la présence de Nicolas Magnan ici, qui est président du Club de Raison, sur lequel il n'y a pas de professionnel, et qui intervient très fréquemment, des fois de manière un peu martiale, mais à raison, pour dire aux gens, là tu ne dois pas y aller. Tu vois, Nico, ce que je veux dire, c'est que des fois, c'est son rôle de président des gestionnaires d'un club, lorsqu'il a affaire à quelqu'un qui n'arrive pas à s'auto-évaluer et qui va se mettre en danger, d'intervenir. Quand je dis un peu martial, ça veut dire qu'à un moment, quand tu es responsable d'un site, il faut dire à un mec, non, là, il faut que tu arrêtes. Tu n'as pas le niveau, tu gonfles dans du vent fort, ça ne marche pas. Et ça, je trouve que c'est super bien et que ça intervient directement dans notre démarche de parapente et facteur humain. Si la personne n'est pas capable de gérer son facteur humain, des fois, il faut intervenir à côté, puis être capable de lui dire, d'abord gentiment, puis peut-être après un petit peu moins, il faut que là, il faut pas que tu y ailles, quoi, parce que tu vas te mettre en danger. Tu vas avoir un accident, et puis en te mettant en danger, tu vas également mettre en danger mon site, tu vas mettre en danger ma pratique, et peut-être même toute mon activité. Donc ça, c'est absolument plus possible. Aujourd'hui, on est observé. Nous savons que nous sommes observés. En tant que responsable fédéral, il m'est arrivé d'être même convoqué par des autorités administratives. Pour la petite histoire, j'ai été convoqué par le préfet du 05 parce qu'il y avait trop d'accidents en planeur. Mais on y est quand même allé. On a dit que nous, on s'occupait du parapente. On a fait imprimer des petites plaquettes pour aider aux gens à identifier les sites. Tout ceci n'est qu'un enchaînement de petites actions qui, au bout, nous amènera tous à avoir moins d'accidents et avoir une pratique safe. Même si, le risque zéro n'existe pas, bien évidemment. Voilà, donc je vous remercie de nous avoir écoutés. On va essayer de vous restituer cette information de manière sur un support informatique assez rapidement. Est-ce que quelqu'un a des questions à poser? Je t'écoute. Tout à l'heure, tu disais que le président d'un club qui était responsable de ceci pouvait attirer l'attention à un pilote sur le fait qu'il n'était pas au niveau de ses compétences de vol. Oui. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire, tout simplement, au lieu de dire c'est le rôle du président, que la sécurité, c'est l'affaire de tous? Bien sûr. C'est-à-dire, si moi, qui ne suis pas président, je vois quelqu'un qui manifestement n'est pas au niveau, est-ce qu'il est de mon devoir, ou est-ce que ce serait agressif pour lui, de dire, écoute, je pense que tu ne devrais pas faire ce truc? Je pense que tu as 1000 fois raison. Malheureusement, on se retrouve après dans des situations de facteurs humains où tu vas, dans un premier temps, te confronter à l'ego d'un individu. Tu vas te confronter à un phénomène de groupe. Tu vas t'opposer à un leader. Et pourtant, tu as raison. Et pourtant, il faut ne pas hésiter à aller au-devant des gens. D'accord. Je parle notamment, nous en tant que professionnels, pour les professionnels, quand je suis professionnel sur les sites, on a un œil sur tout le monde. Et on va toujours avec bienveillance vers telle ou telle personne. Mais on se constate des fois que des gens n'acceptent d'écouter un conseil que lorsqu'ils sont professionnels, par exemple, tu vois. Alors que tu as raison, tu aurais raison d'intervenir. Prenons un exemple bien simple où sur l'accidentologie directement liée au facteur humain,
sur le site de Roquebrune-Cap-Martin, eh bien, il y a eu la semaine dernière un comité, une assemblée générale où il a été voté avec l'accord de la mairie, sans quoi infirmerait le site, qu'à partir de demain, plus personne ne décollera sur ce site tant qu'ils n'auront pas le brevet de pilote confirmé. Donc le club, d'une manière un peu plus générale et moins individuelle, mais confronté à une accidentologie et confronté aux autorités administratives, le club a dit stop. À partir de demain, ça sera le brevet de pilote confirmé pour décoller sur ce site. En même temps, on voit que l'accidentologie n'est pas forcément liée à ça, puisque la part la plus importante des accidentés a un brevet de pilote confirmé. Donc c'est pas forcément... Oui, alors avec un petit bémol près, tu as raison Florian, ça ne correspond pas tout à fait au cadre. Malheureusement, là, plutôt que d'avoir eu à gérer efficacement le facteur humain, on a été confronté à une réalité administrative d'un maire qui dit je m'en fous. Moi, je ferme. C'est plus pour rassurer les autorités administratives. Ouais, c'est surtout pour empêcher les étrangers non formés ou mal formés de venir sur place, parce que l'accidentologie sur ce site est essentiellement due par les pilotes étrangers. Voilà. Donc, et tu auras également moins de décollage, ouais. Mais tu as 1000 fois raison. Je pense que c'est notre devoir à tous d'avoir, sous peine, à très court terme, de se retrouver face à des situations où on va arriver vers une obligation de moyens pour les autorités, pour la Fédé, avec une mise en place d'un brevet obligatoire, avec comme un peu quand vous allez voler en Suisse ou ailleurs, il faut une IP4, une carte IP4 ou autre, d'avoir un niveau minimum pour pouvoir aller voler, parce que la collectivité, la société ne peut pas supporter le poids d'une accidentologie trop importante, surtout dans une activité de loisir. Je pense que le bon slogan, c'est de dire la sécurité, c'est l'affaire de tous. Oui, mais ça, c'est un slogan qui est vieux comme le monde. La sécurité routière a commencé par ça. Ça a fonctionné, mais les contraintes qui sont venues avec, c'était les radars, c'était les contrôles vitesse, les contrôles d'alcoolémie, ça a été tout ça, c'est une bonne chose. Ça, les accidents, on est passé de 20 000 morts par an à 4 000 morts par an. Donc c'est vraiment très efficace. Mais ce qui serait bien, c'est que ça vienne de l'intérieur, qu'on soit pas obligé de nous l'exposer de l'intérieur. Voilà. Comment ton prénom c'est ? Charlie me parlait d'un truc tout à l'heure. Il me dit, bon après on est dans le domaine de la légende urbaine. Les vieux avant disaient c'était mieux et maintenant c'est de la merde. Ça c'est quelque chose, ça marche dans tous les domaines, d'accord ? Mais j'ai remarqué un truc quand même, c'est que les conditions météo sont de plus en plus fortes. J'ai remarqué, je vole et puis j'ai remarqué que les conditions météo étaient de plus en plus fortes. Et que ça change, quoi, et que c'est pas moi. Si, c'est toi. C'est toi parce qu'avant, tu décollais à 9h. Et comme ton niveau de pratique a augmenté avec ton niveau technique, tu décolles plus à 9h. Tu décolles à 10h. Tu décolles à 11h. Et finalement, c'est pas les conditions qui changent. C'est le moment où toi, tu vas venir faire du parapente qui change. Et il va falloir que tu sois capable d'identifier ce moment-là. Moi, je me souviens à Signes, quand je volais à Signes, mais ça, c'était avant. Quand j'ai volé à Signes, je trouvais l'atterrissage de plus en plus tonique, quoi. Ça posait pas, ça partait, patati patata. Évidemment, avant je décollais à 9h. Puis je me suis mis arrivé à l'atterro à 11h, 11h30, midi moins le quart, midi un quart. Et puis ça burnait, quoi. Et que finalement, moi je peux vous garantir, et je pourrais vous passer des chiffres, vous allez sur tous les sites météo, sur les 15 dernières années, sur les 20 dernières années en France, la moyenne de vent en orientation en France et en orientation en force n'a pas évolué. Il n'y a rien qui a changé. Ah ben ça, c'est les chiffres qui le disent. Sur le nombre d'heures de vol dans l'année, pour un pilote qui vole beaucoup, on a moins volé cette année que les autres années. Quand j'étais inscrit à un wagon de compétition, il y en a eu 10 années. Mais alors, Eric, nous on vole de plus. Aussi que les gens ont moins volé et que les types qui volent avec des voiles complètes qui ont très peu volé, ils n'étaient pas au niveau de leur vol. Donc on revient après sur le processus dont on a tu sais, pour revenir à ce que disait Xavier tout à l'heure, je pense que le renoncement, le conseil, c'est un métier. Le renoncement, c'est une maturité. D'accord ? Je pense que de conseiller qu'on n'est pas professionnel du parapente, après chacun fait bien ce qu'il veut, mais c'est le renoncement qui est compliqué. C'est de dire, c'est plutôt que de dire va 35 mètres plus bas, il faut lui dire là il faut pas y aller parce que ça va pas le faire, quoi. Et puis tu vas te faire mal, et puis tu vas nous faire du mal. Il faut arriver à le motiver, mais effectivement plutôt
que de modifier l'action, ça aurait été de le faire renoncer. Le renoncement, c'est de maturité. C'est difficile, hein, on est tous passés par ces phases-là, on a tous eu du mal. Le problème de ça, c'est qu'il y a peu de personnes qui vont demander à quelqu'un de renoncer. Alors renoncer pour soi, dire... Ouais, c'est plus facile, tu as raison. Ouais. Je vais y aller, je ne sors pas, d'accord. Il y a peu de personnes, de moins en moins de personnes qui vont dire à quelqu'un, écoute, ça pas le niveau, on ne retournera pas d'école, ou enfin, on va le dire gentiment, mais je veux dire... Ouais. Il y a plein de personnes qui vont plutôt opter pour... bon, de toute façon, c'est du vol libre, c'est un peu... chacun fait comme il a bien la même fin. Et moi, je suis pas nouveau. On engage quand même une responsabilité en disant quelqu'un fait comme ci, fait comme ça. Benoît ? Il y a une chose qui est intéressante qui peut être faite assez bien, c'est dans la présentation que j'ai faite, je parlais d'accidents et d'incidents. C'est vrai qu'on recense assez peu les incidents, je crois qu'il y a des choses dans la FED. Mais il y a, Tristan, voilà. Dans un club, on peut s'amuser quand même à recenser les incidents. Les incidents, c'est ce qu'on appelle les événements sentinelles. C'est-à-dire des choses qui nous font dire qu'à un moment donné, ça passera pas. C'est aussi le nombre de barrières qu'on a franchies sans aller jusqu'au bout, jusqu'à la dernière carte à trous. Quand on recense les incidents, simplement dans un travail d'inventaire, on arrive à serrer les problèmes. Tu m'en avais parlé lorsqu'on avait fait notre contact ensemble. Je crois que c'est ce que vous faites, ce que tu fais à la Sainte-Victoire. C'est ce qu'on essaye de mettre en place, que les gens acquièrent une culture de tous les accidents qui se sont déjà produits, que chacun ait un exemple en tête de toutes les situations qui ont été accidentogènes. Et ça, à une échelle nationale, j'ai parlé des forums que tout le monde connaît, les champs du Vario, la base de données des non-accidents de la FED qui a été rapatriée des Volatiles par réseau, quelque chose comme ça, je crois, il n'y a pas longtemps. C'est pas mal et qui donne une culture de toutes les situations accidentogènes. Bon, je ne sais pas si c'est la bonne pratique, mais c'est une pierre à l'édifice. Et après, on va essayer de faire ça à l'échelle du club pour que vraiment ça soit aussi au niveau local, savoir que Loïc, il a approché ses suspens, des conneries, pas pour dénoncer, mais pour dire ça arrive à mon voisin. Voilà, parce que l'inconvénient d'aller trouver quelqu'un sur un site, d'abord, c'est qu'il y a forcément une part d'interprétation et qu'on va forcément peut-être proposer des causes qui ne sont pas... voilà, donc à l'inverse, aller dire, voilà, il s'est passé ça la dernière fois, c'est tout de suite plus parlant. Et puis ça n'engage pas la personne qui le dit. Alors l'information, elle peut être sous différents supports, hein, mais je pense que ça, c'est une démarche qui est... bon, effectivement, ça demande un secrétaire ou quelqu'un qui... Je vois par exemple, là, vous avez parlé des incidents qui pouvaient survenir lors d'un décollage. Le même incident à Saint-Hilaire, il n'y aura pas le même effet, le même incident au Markstein n'aura pas le même effet, par exemple, pour le décollage du Mouche ou ailleurs. On a des décos ici qui sont particuliers chez nous, qui sont entre guillemets accidentogènes, parce que les abords de ces décos sont vraiment dangereux, et que la moindre petite erreur, elle mène dans les cailloux. On se fait traîner sur la moquette de Saint-Hilaire, bon à la limite on se fait traîner sur la moquette de Saint-Hilaire, pareil à Annecy, pareil dans le Markstein, on se fait traîner au pied d'une mouche, tout de suite, c'est la même chose. On pose une voile sur la moquette de Saint-Hilaire, on va la lever, il n'y a pas de brindille dedans, on pose une voile au pied d'une mouche, on va partir avec le... Il y a plein de choses qui font que chaque déco est particulier, et que c'est vrai que... Alors, à mon avis, je pense que c'est intéressant, et ça revient directement sur ce qu'on vient de dire, c'est que chacun doit être capable, de manière individuelle, de prendre conscience, et on revient sur la conscientisation, d'une part, de son niveau, sur l'analyse qui est un des fondements, un des piliers, si ce n'est le socle de l'enseignement du parapente en France, c'est développer l'analyse et le mental du pilote, et on en revient donc à la formation, forcément, et à l'auto-évaluation. On a beaucoup parlé, et tu viens de le rappeler une fois, on a beaucoup parlé de conscientisation. Je voudrais juste rappeler quelque chose, c'est que si on devait représenter l'être humain c'est comme un iceberg. La partie consciente, c'est le haut. La partie inconsciente, c'est le bas. Et en bas, il se passe beaucoup de choses. Il se passe beaucoup de choses sous des modes de programmation, on va dire. Pas rentrer dans les détails. Et cette partie-là, je trouve qu'elle est un peu laissée de côté. C'est-à-dire, on dit qu'il faut conscientiser, etc. Mais ne serait-ce que la façon
dont on va appréhender le réel pour se créer une réalité, c'est-à-dire je suis sur un gecko et j'observe telle et telle chose, suivant nos modes de fonctionnement internes et donc inconscients, on va appréhender telle ou telle chose. L'un va appréhender certaines choses, l'autre va appréhender certaines autres choses, ou les traduire de telle ou telle manière. Donc on aura des appréhensions et une création d'une réalité qui sera personnelle à chacun. C'est un petit peu ça va suivre un petit peu les personnalités dont parlait Xavier, mais cette partie d'inconscient, à mon avis, elle est fondamentale. Sans rentrer dans la psychanalyse de comptoir, c'est pas ça. Mais le fait de le prendre en compte, ça me paraît fondamental, parce qu'on a répété, il faut prendre des décisions, il faut analyser, etc., etc. Mais il y a une part de cette analyse, de cette prise de décision, qui est... tout à l'heure, il a un petit peu abordé, quand il parlait du transgénérationnel, par exemple, il y a une part qui est complètement irrationnelle, quoi. On ne peut pas tout rationaliser. Et cette part-là, à mon avis, elle est énorme. Et elle est dans ce genre d'approche, elle est très rarement prise en compte. Mais ça, c'est difficile. On n'a pas d'autre choix que de venir donner des canevas, de donner souvent l'information qu'on apporte aujourd'hui. Alors, pour rebondir sur ce que disait Jeff, évidemment, on n'a pas la solution. S'il y avait une solution, j'ose espérer qu'on est suffisamment intelligent pour intervenir bien avant et qu'on ne soit pas arrivé à ce constat aujourd'hui. Maintenant, on n'a pas d'autre choix que de donner et de proposer des outils aux pilotes pour justement qu'ils viennent eux-mêmes se connaître, se regarder et arriver... je veux dire, je ne veux pas commencer à... C'est-à-dire, je ferais bien une analyse sur les décoms, mais ça serait trop long, tu comprends ce que je veux dire? Enfin, je pense aller jusque-là, quoi. Donc... C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de prendre ça en compte. De dire, il y a cette part d'inconscient, et cette part d'inconscient, on ne peut pas la minimiser. On ne peut pas dire, il faut tout analyser, tout conscientiser. Il y a une part qu'on ne conscientisera pas. Je suis d'accord avec toi. Cette part-là, à mon avis, elle rentre énormément dans les accidents. Pourquoi un type? Alors, excuse-moi, juste, tu dis qu'on ne la conscientisera pas, mais ça, ce que tu dis rejoint les chiffres de Xavier, en disant que dans l'aéronautique, depuis 1950, on a divisé les accidents on a diminué, je sais pas, de 70 ou 80% les accidents. Oui, mais l'aviation de ligne en professionnel, c'est parce que on est venu jusqu'au mieux, et que le mieux... Non, ils ont divisé parce qu'ils ont automatisé. Oui, voilà, un pilote ne pose plus son appareil. Mais c'est exactement ce que je viens de dire. Non, mais c'est ce que je suis pas tout à fait d'accord. Voilà. Non, il y a l'abondance des checklists, il y a la décision. Les seuls accidents qu'il y a, c'est quand le pilote il débranche le pilote automatique. Après, il y a une différence de voir. Il y en a qui sont pour les checklists, il y en a qui sont contre une checklist. Bon, c'est fait, je sais. Il y a aussi le fait qu'un pilote professionnel, il est professionnel. Il passe sa vie à faire ça. Il a donc un niveau de conscience, de pratique, d'enseignement qui est élevé. Et en fait, la question qui se pose à nous, simples petits hommes volants, c'est que pour notre loisir, on accède à quelque chose de complexe, de toujours en mouvance, et puis finalement, notre degré de connaissance, parfois, est un petit peu faible. J'étais toujours surpris, je donnais un cours de météorologie. Les gens ne savaient pas ce que c'était qu'un front de rafale. Ils n'avaient pas entendu parler d'une descente d'air froid, d'un cumulonimbus. Ils ne savent pas la mécanique d'un orage, etc. Et moi, j'étais consterné. Ils sont dans le ciel, tous ces gens-là. Et ils ne connaissaient pas, justement, un certain nombre de choses techniques. Donc, effectivement, je dirais que la connaissance, par rapport à tout ce qu'on peut faire de beau, on n'en a finalement pas assez. C'est peut-être un des éléments qui fait qu'on est faillible dans ces moments-là, à l'excès. Nous sommes particulièrement contents de vous avoir vu ici. La Fédération française de vol libre, la Ligue de vol libre PACA vous remercie pour votre attention. Nous, on remercie donc l'IUT d'Aix-en-Provence qui nous a prêté cette merveilleuse infrastructure. Et on va faire en sorte, vous pouvez nous croire, que ce qu'on a fait aujourd'hui et les travaux qu'on a présentés ne resteront pas lettres mortes, qui vous seront représentés sous d'autres formes, de telle sorte qu'à tête reposée, vous puissiez y réfléchir et faire partager ce savoir-là, parce que vivre ensemble, faire partager le savoir, c'est quand même des valeurs de base du vol libre. Merci beaucoup. Allez, cassez-vous.